Salam alaikum, Azul Filan, bonjour à tous et à toutes. Euh, je suis très content de vous retrouver avec euh, cette nouvelle vidéo consacrée au concept de base économique ou bien au concept économique de base. Dans ce numéro, on va tenter de traiter les biens et les besoins. Bien évidemment, donc on va essayer donc de définir les besoins d'abord, puis les biens, et entrer dans les classifications et les grandes typologies aussi bien des besoins que des biens. Et surtout, on va finir par traiter la relation entre les biens et les besoins. À la barakatillah, sans plus tarder, donc on va commencer d'abord par une mise en situation, comme vous le savez très bien. Pour construire un vivre, l'homme partout sur la terre, donc a besoin de manger, boire, respirer, s'habiller. Effectivement, pour satisfaire ses besoins, l'homme utilise un certain nombre de biens. Voilà donc comme ça, donc on va finir par le schéma suivant. Manger fait naître un besoin, bien évidemment, donc le besoin de manger nécessiterait donc un bien qu'on peut appeler la nourriture. Boire nécessiterait donc de l'eau pour satisfaire ce besoin de boire, donc ainsi de suite. Ainsi, donc, le terme besoin peut être défini comme étant une exigence née de la nature ou bien de la vie sociale. Selon le petit Robert, un besoin n'est rien d'autre qu'une exigence née de la nature ou bien de la vie, soit de la nature humaine, la nature de manière générale, ou bien la vie sociale, nos rapports sociaux à l'intérieur d'un territoire, c'est-à-dire nos rapports avec les autres. Ce rapport fait naître un certain nombre de besoins. Ou bien, autrement, donc on peut définir également le besoin comme étant une situation inconfortable provoquée par un état de manque physiologique. الانسان ما كيرتاحش في واحد الوضعيه غير مريحه. هذه الوضعيه شنو هو en fin de compte elle est provoquée par un état de manque, كاين un manque soit physiologique ou bien psychologique. Comme ça, donc on va déjà on va déjà déduire ou bien conclure que en termes de besoins, il existe au moins deux grands besoins, soit un besoin physiologique qui a un rapport avec le manque physiologique, ou bien donc psychologique qui a un rapport avec les affections, la reconnaissance et bien d'autres. Autrement dit, un besoin correspond à un état de manque, un état de manque face à quoi? Face à ce qui est nécessaire ou ressenti parfois comme tel, soit quelque chose qui est nécessaire ou bien on ressent que quelque chose est nécessaire comme tel par les individus. Comme ça donc cette notion ne se conçoit que dans le cadre de la rareté. Le concept, le besoin n'a de sens que dans le cadre de la rareté. S'il y a de l'abondance, donc généralement ce besoin-là, donc il est impossible de le concevoir parce que cette situation de manque n'est pas bien sûr donc vérifiée. Très bien. Maintenant, quelles sont les caractéristiques des besoins? Généralement, c'est trois principales caractéristiques. La première, c'est la multiplicité des besoins. Il y a de multiples besoins. La deuxième des choses, la satiabilité des besoins, c'est-à-dire donc au fur et à mesure qu'on consomme, donc le besoin, l'intensité de le besoin baisse et l'évolution dans le temps généralement des besoins. Trois caractéristiques essentielles. Dans les détails, la multiplicité aux besoins élémentaires ou bien physiologiques s'ajoutent les besoins matériels ou bien de culture dont la nature donc et l'accumulation sont liés à l'environnement social de l'environnement. C'est-à-dire donc il existe déjà, comme on l'a vu dans la définition, des besoins élémentaires de base physiologiques ou bien psychologiques qui s'ajoutent bien évidemment à un certain nombre de besoins matériels, de culture donc et bien d'autres. Et ainsi donc on peut déjà dégager que le besoin le besoin n'est pas unique, il y a plusieurs besoins, il y a une multiplicité des besoins. Concernant la satiabilité, justement la satisfaction du besoin diminue son intensité. Plus on boit par exemple de l'eau, plus le besoin de boire baisse. La même chose pour la nourriture. Plus on consomme de la nourriture, le besoin de manger elle baisse au fur et à mesure qu'on consomme. C'est-à-dire il y a une relation décroissante entre
la consommation et la satisfaction, pardon, la satisfaction du besoin et bien évidemment donc l'intensité de ce besoin. Puis concernant l'évolution, donc on le sait très bien, donc les besoins évoluent avec l'évolution de la société, donc ils ne sont pas immuables, ils sont en évolution continue, donc les besoins d'aujourd'hui ne sont pas forcément les besoins d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans et 4 ans. Même chose, les besoins de la génération actuelle ne sont pas forcément les mêmes que celles des générations passées. Il est à noter que, ou bien à signaler que pour l'économiste, le besoin n'est intéressant que s'il est associé à une action économique destinée à le combler. Un besoin n'a de sens économiquement que s'il existe bien évidemment une manière de le satisfaire, c'est-à-dire de combler, c'est-à-dire donc de fournir un effort dans le cadre de la production pour le satisfaire. Ainsi, on s'intéresse, pour l'économiste, il s'intéresse ou bien pardon, l'intéressement de l'économiste à des besoins, donc il est conditionné par le fait que ce besoin doit être associé à une action économique destinée à le satisfaire ou bien à le combler. Il y a une classification, généralement la fameuse classification qu'on sait toujours pour arrêter donc une typologie des besoins, généralement fait référence à la pyramide de Abraham Maslow. Donc, l'hiérarchisation des besoins, le principe de la pyramide de Maslow, c'est pour Maslow, tous les besoins n'ont pas la même importance. Là, les besoins de base ne sont pas les mêmes que les besoins à la tête de la pyramide. En effet, le consommateur doit d'abord avoir satisfait les besoins les moins élevés dans la hiérarchie avant de ressentir les besoins d'ordre plus élevés. C'est-à-dire, donc, c'est de l'impossible d'aller à la tête de la pyramide, de se sentir des besoins à la tête de la pyramide alors qu'on n'a pas encore satisfait les besoins au niveau de la base de la pyramide. Ce principe il est important, c'est une fameuse contribution de Abraham Maslow dans ce cadre-là. C'est parmi les pyramides les plus utilisées partout dans plusieurs sciences. Cependant, donc on adresse un certain nombre de reproches ou bien de critiques à cette classification. En fait, l'approche de Maslow est contestée dans la mesure où un même produit permet de satisfaire simultanément donc plusieurs besoins, c'est-à-dire cette hiérarchisation des besoins, c'est-à-dire il faut satisfaire les besoins d'un niveau bas pour aller vers les besoins d'un niveau plus élevé. Donc là, parce que maintenant avec un même produit, on peut satisfaire plusieurs besoins en même temps. Un produit de luxe, par exemple, qu'on consomme par exemple, dans le cadre de la nourriture, comme un bien de nourriture, donc on peut le consommer, en même temps satisfaire le besoin physiologique, mais également le besoin je sais pas moi, d'appartenance, peut-être un besoin d'estime de soi, donc ainsi de suite. Voilà, voici la pyramide. La pyramide, on commence généralement les premiers besoins auxquels un être humain doit ressentir en principe, ce sont les besoins physiologiques, besoin de manger, boire, s'habiller et bien d'autres. Puis, une fois comblés, une fois satisfaits, donc on passe les besoins de sécurité. C'est-à-dire assurer l'avenir, se protéger contre les risques sociaux, ainsi de suite. Une fois satisfait, on passe les besoins sociaux apparaissent, c'est-à-dire donc il faut trouver donc une place dans un groupe, il faut intégrer donc un groupe, un club, une association et au niveau de l'entreprise, partenaire donc intégrer et rejoindre une commission très spéciale, par exemple la commission stratégique ou bien la commission d'hygiène, donc au niveau de l'entreprise, l'appartenance ou bien le fait de rejoindre cette commission peut être considéré par certains salariés comme étant une satisfaction d'un besoin social. Puis une fois qu'on intègre, bien sûr, donc il faut que notre présence soit prise en considération, il faut une reconnaissance de notre présence, il faut un autre besoin
apparaître si le besoin d'estime. Une fois le besoin d'estime est reconnu et satisfait, donc on finit par des besoins d'accomplissement personnel et un certain nombre, donc de réaliser un certain nombre de travaux pour voilà, donc accomplir bien évidemment. Enfin, ça a un rapport avec la notoriété, ça a un rapport avec une satisfaction interne de la personne. Voilà, très bien. Maintenant, pour les biens, enfin, ça veut dire quoi un bien? Tout simplement, un bien est tout objet ou moyen permettant de satisfaire un besoin. Tout objet ou bien le moyen qui permet de satisfaire un besoin, c'est un bien. Il existe plusieurs classifications en fonction des critères retenus. Ainsi, donc, on peut retenir donc, un certain nombre de critères. Donc, on peut aller jusqu'à 7 critères et arrêter une fois un critère retenu. Donc, on peut finir par le dégager de grands types de biens. Exemple, selon l'aspect matériel, on peut finir par dégager, donc distinguer entre les biens matériels, un bien matériel et un bien immatériel. Puis, le principe de la rareté, sur la base de la nature d'échange, sur la base de l'usage, sur la base de rapport entre les biens, est-ce qu'il y a de la complémentarité ou bien de la substitution entre les biens, le degré de transformation, est-ce que c'est un bien de base, de la première matière, la matière première, ou bien semi-fini, ou bien fini, et la possibilité de la consommation, est-ce qu'on consomme collectivement, individuellement le bien. Regardez donc, selon l'aspect matériel, on distingue entre le bien matériel et le bien immatériel. Pour le principe de la rareté, soit que le bien est économique, il est rare, donc parce qu'il est rare, il faut un effort pour le produire, donc ce qui nécessiterait donc des activités économiques, et donc c'est un bien économique. Sinon, c'est un bien libre, un bien non économique qui n'est pas, s'il y a en abondance, s'il est offert et disponible immédiatement et naturellement au niveau de la nature. Donc là, ce sont des biens non économiques qui ne sont pas concernés par la science économique parce qu'ils ne nécessitent pas de déployer un effort dans le cadre de la production, de la consommation, donc de l'échange également. Par rapport à la question de la nature d'échange, on distingue entre des biens marchands et des biens non marchands. Des biens marchands en termes de l'échange, donc pour les échanger, donc on les échange contre une partie un prix et le prix doit couvrir le coût de production. Sinon, il y a des biens qu'on échange, mais soit gratuitement ou quasi gratuitement, ce sont les biens non marchands qui sont généralement produits par les collectivités territoriales spécialement, bien les collectivités, l'État de manière générale. En fonction de l'usage, on distingue entre les biens destinés à la consommation, d'autres qui sont destinés à la production. Des biens, l'alimentation des produits finis, donc ils sont destinés à la consommation, surtout la consommation, soit qu'elle est finale, soit elle est intermédiaire. D'accord, intermédiaire dans le cadre donc, de l'activité des entreprises. La production, donc ce sont des biens qu'on utilise spécialement dans donc pour les biens de la consommation intermédiaire, ils entrent dans le cadre d'usage pour des raisons de production. Voilà justement donc quelques exemples. Puis donc on va aller vers spécialement donc voilà pour l'usage par exemple, qu'on les utilise normalement des biens de consommation, soit qu'ils sont des biens durables, semi-durables, donc ou bien un bien non durable qui disparaît immédiatement au moment de son usage. Les biens de production, voilà, il y a un usage indirect, ce sont des biens qui ne servent qu'indirectement satisfaire les besoins humains parce qu'on les utilise voilà, pour produire d'autres biens qui sont destinés à la consommation finale, soit qu'ils sont durables ou bien semi-durables ou bien non durables. Pour le rapport en fonction par exemple le rapport entre les biens, on distingue entre les biens complémentaires, des biens qui sont substituables, les biens complémentaires, donc voiture et carburant par exemple, sucre et le thé, café et le thé par exemple. Voilà, donc l'un a besoin de l'autre pour qu'elle réponde pour qu'elle comble ou bien pour qu'elle satisfait un besoin. Les biens substituables, ils sont concurrents. Ce sont des biens qui satisfont donc le même besoin. L'un peut remplacer l'autre. Le beurre, par exemple, l'huile, la bicyclette et la voiture. Donc voilà.
Puis on passe maintenant donc la classification selon le degré de transformation. Ainsi, on distingue sur la base de ce critère, on distingue entre un bien brut, un bien semi-fini et un bien fini. Un bien brut, c'est généralement la matière première, dans le cadre du textile par exemple, le coton, dans le cadre de l'activité de tissage, le fer, le pétrole, le blé pour une minoterie par exemple. Pour produire de la farine, le blé donc est considéré comme étant un bien brut, c'est-à-dire donc une matière première. Enfin, donc un bien semi-fini, ce sont des composants généralement qu'on utilise pour produire d'autres produits. Par exemple, le fil de coton, la barre de fer, le caoutchouc, la farine, d'accord, la farine pour une pâtisserie par exemple, c'est un bien semi-fini parce qu'on utilise la farine pourquoi pour produire du pain, de la pâtisserie de manière générale. Un bien fini est un bien qui a été transformé et qui ne va pas plus l'être. C'est définitif. Un vêtement par exemple, des vêtements par exemple, une voiture, un pneu. Donc le pain et ainsi de suite. Également au niveau de au niveau d'un autre critère, on peut distinguer entre les biens individuels et les biens collectifs. Et certains biens sont individuels. Pourquoi? Parce que c'est un bien, ou bien ce sont des biens qui font l'objet d'une consommation individuelle. Exemple, un journal, lorsque je prends le journal, je lis par exemple le journal numéro, je ne sais pas moi, un numéro, donc je prive les autres d'utiliser le même journal, le même numéro, d'accord là. Même chose pour un ouvrage, voilà, donc lorsque je l'achète, je prive les autres d'acheter le même, la même, voilà. On ne peut pas, bien évidemment, donc l'utiliser en même temps. Un film sur un CD, le film, lorsque j'achète le film, donc je prive les autres donc du même CD, le même CD. Donc si jamais, imaginez-vous qu'il ne reste chez un vendeur qu'un seul CD. Lorsque je l'achète, les autres, si elles recherchent le CD, ils ne vont pas trouver, parce que donc il est acheté je l'ai acheté. Voilà, donc les biens collectifs, c'est un bien ayant fait l'objet donc d'une satisfaction collective, d'une consommation collective. Transport public, on utilise un transport, on peut l'utiliser, donc une centaine de personnes peuvent utiliser, une centaine, 50 personnes, 60, tout dépend le moyen de transport, peuvent utiliser le même transport. Donc restaurant également, cinéma, on peut bien évidemment ici, donc, il faut faire attention entre les services de la restauration et les chaises et tout qu'on utilise. Donc, le service qu'on utilise, on peut utiliser en même temps donc le même service, le même espace, donc ensemble. Le cinéma également, on peut entrer dans une salle de cinéma donc avec des centaines de personnes et regarder le même film sans que l'utilisation via la consommation des uns prive les autres. Voilà, donc on va finir maintenant par la relation entre les biens et les besoins. Donc l'étude de cette relation débouche sur la question de la valeur. Enfin, donc justement, ainsi donc on distingue entre deux concepts de valeur, la valeur rareté, dans la théorie néoclassique, la valeur qui dépend de la rareté. Pour ce courant, la valeur d'un bien dépend de son utilité, mais de sa rareté spécialement. L'intensité d'un besoin diminue avec la consommation d'une unité d'un bien. C'est la question de la sociabilité. Autrement, l'utilité marginale d'un bien diminue avec la consommation d'une unité supplémentaire. Les auteurs néoclassiques préconisent une théorie subjective de la valeur sur laquelle l'individu cherche la maximisation de son utilité. Comme ça, donc, c'est l'utilité qui détermine subjectivement la valeur d'un bien. Subjectivement, parce que chacun donc peut, en consommant le même bien, donc on peut bien évidemment donc le finir par des appréciations différentes de la valeur de le même bien. Maintenant, la valeur travail, développée soit par Adam Smith, donc David Ricardo et Karl Marx. Là, c'est une conception objective de la valeur. Alors, contrairement aux néoclassiques, les auteurs classiques et marxistes adoptent une théorie objective de la valeur où celle-ci dépend des caractéristiques intrinsèques des biens, c'est-à-dire la quantité de travail incorporée dans le bien.
La valeur d'un bien peut être objectivement déterminée par le travail, surtout les heures, les jours de travail nécessaires pour fabriquer le bien en question. Voilà, donc ainsi cette vidéo prend fin. Merci pour votre attention. Donc à la prochaine, Inch'Allah.